y a aussi une fréquentation qui est virtuelle. Quand on parle de ce qu'il faudrait connaître, ces phénomènes que l'on n'existait pas avant. Quand on parle de fréquentation virtuelle, c'est là. Avec le temps, dites-nous tout, votre émission qui apporte des réponses à toutes les questions que vous avez, toutes les préoccupations que vous posez. Mercredi 5 juillet 2023. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Dites-nous tout, une émission qui répond à toutes vos questions par rapport à l'évolution de l'actualité en République démocratique du Congo et ailleurs. L'actualité, parce qu'on en parle ici à Kinshasa, c'est bien le phénomène kidnapping ou encore l'enlèvement qui fait encore surface. La population vit vraiment avec la peur au ventre, en tout cas les Kinois vivent sous une psychose totale parce que ça fait maintenant plus de 3 semaines, les gens sont enlevés de partout, dans tous les coins et recoins de la capitale. Qu'est-ce qui se passe? Parce que 2 jours, 27 personnes, dont 6 jeunes filles et 4 policiers ont été présentés comme ça devant le vice-premier ministre en charge de l'intérieur par la police nationale congolaise. Ces présumés criminels ont été attrapés comme ça parce qu'ils sont accusés de s'adonner à l'enlèvement de personnes. Qu'est-ce qui se passe réellement? Quelles sont les motivations derrière les enlèvements? Que dit la loi par rapport à ces phénomènes de kidnapping? Que doivent faire les autorités pour sécuriser la population? Aujourd'hui, nous allons parler autour de toutes ces questions avec Maître Dori Mukendi, avocate au barreau de Kinshasa. Matete, Maître, bonjour. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Oui, ça va très bien. Maître, nous sommes une fois de plus ravis de vous avoir sur notre plateau. Comme je l'ai dit à l'entame, nous allons parler du kidnapping ou l'enlèvement des personnes ici à Kinshasa. J'espère aussi que vous êtes conscient de ce qui se passe sur la ville. Tout à fait, tout à fait. 27 présumés kidnappeurs ont été appréhendés et présentés au Premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Alors, avant de continuer cette émission, Maître, nous allons suivre cette vidéo, la vidéo de la présentation des criminels au ministre, et vous allez répondre à ma première question. 3 bandits à main armée, tous des civils, dont 6 filles, et 4 policiers qui ont excellé dans l'extorsion et arrestation arbitraire. Dans cette circonstance, nous avons saisi 3 voitures Toyota IST, 7 motos, une arme AK-47, 5 machettes, cisailles et cagoules. Vous avez suivi la vidéo ensemble avec nous. Il y a peut-être la première question que je m'aurais posée pour ne pas se répéter. 27 criminels qui sèment la terreur à Kinshasa. Mais parmi ces 27 criminels, nous avons un récidiviste, plusieurs fois arrêté, plusieurs fois relâché, et la population crie à la justice, la population crie surtout à la complicité avec les magistrats véreux, notamment, facilement corrompus. C'est le même cas. Si on peut aussi jeter un coup d'œil par rapport à ce qui se passe avec les Koulouna et tous ces bandits un peu partout. À chaque fois qu'ils sont arrêtés, ils sont tout de suite relâchés, ou ils sont relâchés 2 semaines, 3 semaines ou 1 mois après. Qu'est-ce qui se passe juste au sein de l'appareil judiciaire? Oui, pour la parole accordée et la question. Vous savez, notre loi condamne tous les crimes contre la paix et la sécurité humanitaire. Alors, vous êtes sans ignorer que lorsqu'il y a lorsqu'il y a des Koulouna qui sont arrêtés et demain ils sont relâchés, le problème c'est quoi? Il faut que la population sache qu'une personne est relâchée lorsque la victime ou le plaignant ne se présente plus. Okay. Parce que lorsque vous portez plainte ou que vous accusez une personne, vous devez continuer la procédure normale, okay, et que le plaignant s'est manifesté.
Mais aussi, nous avons constaté un comportement et que beaucoup de gens ne veulent pas poursuivre lorsque c'est un dossier contre un Koulouna. Il s'est dit, bon, si je poursuis, peut-être ils pourront encore revenir et tout. Mais nous voulons mettre la population en confiance. Et que lorsque vous dénoncez cela, laissez l'appareil judiciaire faire son travail. Et je pense que la loi finira toujours par condamner ces actes. Maître, apparemment, ne se comprend pas, mais on va aller tout de suite parce qu'on n'a pas tout le temps. Okay. La question était simple. Il y a des plaignants qui disent être allés jusqu'au bout et qui ont été interrompus par rapport à une certaine influence qui a été faite sur le dossier par XY. Ça veut dire qu'ils ne sont pas arrêtés en cours de route. Mais là n'est pas le problème, on va aller très vite parce qu'aujourd'hui nous parlons enlèvement et nous savons tous que comme mode opératoire, les inciviques, auparavant, ils opéraient à partir des arrêts de bus, en utilisant les taxis-bus ou encore les motos. C'est ce qui s'est passé il y a 2-3 semaines. Mais là, on se rend compte que la semaine passée, ils ont plus changé de méthode. Ça veut dire qu'ils procèdent par les mandats d'arrêt que les gens ont taxé des forfaitaires. Alors, je me poser une question, vous êtes avocate. Vous pourrez éclairer la lanterne de nos téléspectateurs quand est-ce que quelqu'un peut être arrêté avec un mandat d'arrêt et qui établit le mandat d'arrêt et comment reconnaître un vrai mandat d'arrêt. Messieurs les journalistes, comme vous devez le savoir, le mandat d'arrêt est l'ordre ordonné par le juge. Okay. Pour exécuter l'action publique. C'est le juge qui établit un mandat d'arrêt ou un mandat d'amener. Okay. Alors, pour mettre en confiance la personne, soit à qui on présente un mandat, okay, le mandat est établi au nom du procureur. On va signifier la juridiction dont il fait mention de documents, disons. Vous allez voir dans les mandats, il y aura la juridiction qui sera mentionnée. Si c'est la venue du parquet, vous verrez qu'il y aura les logos du parquet, la signature du magistrat, du juge qui a établi ces mandats. Donc ça veut dire que les inciviques utilisent carrément, comme on l'a dit, les documents forfaitaires. Ils peuvent avoir imité la signature du procureur, parce qu'un document, c'est un document qui a été saisi. Carrément, ils ont fait la photocopie, ils ont imité la signature du procureur ou du magistrat qui a émis le mandat. Ça veut dire que quand je me retrouve face à cette situation, je vérifie, je me rends compte qu'effectivement la signature, c'est parce que je ne connais pas les procureurs, je ne connais pas comment ils signent. C'est là où se présente le problème. Parce que même si vous pouvez être en train de douter, au moins moi je me dis qu'on doit quand même me reprocher d'avoir fait quelque chose que je connais. Par exemple, dire monsieur, voilà, vous êtes sous mandat d'arrêt pour avoir fait ça. Je pense peut-être que ça pourrait être un motif qui puisse accompagner l'arrêt. Je dirais, monsieur le journaliste, lorsque vous êtes face à une personne portant un mandat d'amener ou d'arrêt, généralement ce sont les agents de l'État qui se font munir de ces mandats. Ça veut dire qu'ils doivent aussi se présenter. Oui, les agents de la police judiciaire. Ils doivent une carte d'identité, carte de service, pour vous mettre en confiance du mandat qu'ils vous présentent. Alors nous demandons toujours à la population d'être vraiment vigilant parce que nous savons actuellement avec tout ce qui se passe, comment tout est possible et tout est permis. Effectivement. Alors il y a certainement des gens qui se sont construits un groupe pour pouvoir tirer des copies un peu partout. Voilà. Mais pour mettre en confiance la population, lorsque vous êtes face à une personne qui se présente devant vous avec un mandat, posez-lui la question, est-ce que je peux avoir votre identité? Est-ce que, et face à cela, vous pouvez facilement soit contacter un avocat qui ça risque d'être tard parce que l'avocat n'est pas là, vous serez déjà amené. Bon, dans les cas sous examen, on a toujours dit lorsqu'il y a un mandat, la police la plus proche du lieu où se trouve la personne
à qui on leur présente des mandats, oui, la personne interpellée, il peut soit se présenter à la police que non, il y a un mandat contre moi. J'aimerais quand même être rassuré si réellement ce mandat vient du tribunal ou du parquet. Et soit la police va vous accompagner parce que c'est de leur droit d'assurer aussi la sécurité de la population et de la personne interpellée. Mais la question reste encore pendante. Quand est-ce que quelqu'un peut être interpellé avec un mandat? Parce que c'est là le problème. Il y a à boire et à manger dans la cité. Quelqu'un peut débarquer juste comme ça. Monsieur, vous êtes sous mandat d'arrêt, directement on vous embarque. C'est comment? Quelles sont les conditions pour qu'un mandat d'arrêt ou d'amener soit émis contre une personne? Quand il y a flagrance, lorsqu'il y a cas de flagrance et des délits de flagrance, vous êtes sans ignorer qu'une personne qui commet un acte contraire à la loi, il y a la population qui a vu, non, nous avons vu comment les choses se sont déroulées, automatiquement cette personne doit être interpellée. Là, c'est quand nous appelons le cas de flagrance ou le délit de flagrance. J'aimerais, avant de continuer, ouvrir une parenthèse parce que nous sommes en train de parler de l'interpellation, parce que ce sont des cas que nous vivons beaucoup plus dans la cité. Il y a des policiers qui débarquent comme ça. Généralement, ils sont soit munis des documents, soit ils sont munis d'aucun document parce qu'ils sont agents de l'ordre, ils embarquent des personnes comme ça. J'aimerais poser une question, c'est une question qui m'a été aussi posée par un citoyen qui me dit quand les policiers débarquent chez vous, avec une convocation, avec ou sans convocation, est-ce que vous êtes obligé d'aller tout de suite avec eux? Vous pouvez vous présenter au poste de la police quelques heures après. Je dirais comme je venais de le dire tout à l'heure, lorsqu'un officier se présente devant vous, il doit toujours se faire muni d'un document. Ok. Aucune invitation, aucune arrestation ne peut se faire sans la présentation d'un document quelconque. Okay. Parce que la Constitution garantit le droit, le droit de la défense. On ne peut pas vous embarquer comme ça sans vous avoir présenté un document quelconque. Et même s'il y avait des agents de l'ordre, ils sont obligés de vous présenter un document. Mais ce sont les cas que nous vivons, des communs de mortels. Il y a bon, des communs de mortels, oui, mais c'est ce que nous appelons toujours la population puis, à la vigilance. Quand vous essayez d'insister, ils vont vous embarquer, peu importe ce que vous allez déployer comme moyen. Bon, peu importe, c'est là ce que nous avons toujours dit, nous appelons la population à la vigilance. Et lorsqu'on vous embarque sans un document, nous tombons sur l'arrestation arbitraire. Vous voyez un peu. Donc, même ces agents de l'État, ils savent qu'ils sont censés, lorsque vous allez pour présenter ou soit vous faites muni d'un mandat d'arrêt ou d'amener, vous devez automatiquement la présenter à la personne. Ok. Très bien, maître. Revenons à nos mots étons. Nous sommes en train de parler de l'enlèvement à Kinshasa. Selon les sources à notre disposition, tous ces enlèvements qui sont opérés sont motivés par le trafic d'organes. C'est une information qu'on ne saura pas approuver comme ça parce que la police elle-même ne l'a pas approuvé. Nous avons suivi le général Kassonor avant-hier, il a dit il ne peut pas confirmer cette information parce qu'ils n'ont pas de preuves. Cependant, un prévenu a catégoriquement assuré que c'était vrai et derrière les enlèvements, il y a aussi le trafic d'organes et que les gens étaient tout de suite enterrés après que les organes aient été enlevés. Alors je m'aurais posé une question et vous allez me répondre comment maître, avocate, que prévoit la loi par rapport au trafic d'organes et quelles sont les sentences s'il existe, si elles existent, je veux dire, contre le bourreau. On vous arrête comme ça, on vous enlève et puis on extrait vos organes sans votre consentement et vous subissez des tortures. Est-ce qu'on peut le faire avec votre consentement? Est-ce que la loi le permet? Non, la loi ne le permet pas. Même si vous devez sauver la vie d'un proche. Notre constitution ne l'a pas en tout cas prévu, disons. Notre constitution ne l'a pas prévu. Alors vous allez constater simplement que c'est un groupe de gens pour nourrir leurs égos et pour leurs intérêts personnels, se sont créés cette bande-là pour pouvoir essayer de nuire à cette faible population et en extrayant leurs organes. Vous savez que ce sont des actes vraiment inhumains que la loi condamne, parce que ce sont des actes que la loi condamne et les responsables de ces actes doivent subir.
des peines pénales, parce que c'est fait cause normalement la mort. Mais ça s'est dit, la population ne veut pas que ces gens-là soient jugés. La population veut que les gens soient carrément, s'il faut les exécuter, on les exécute sur le champ. Parce que ce qu'ils font, c'est purement criminel, c'est cruel, c'est inhumain. Pourquoi on doit permettre que ces gens soient jugés au lieu carrément d'exécuter sur le champ? Je vous dirais que le désir de la population, vous savez, on est tous touchés face à une situation qui touche à la personne humaine, et ces comportements peuvent au fait inciter chacun de nous à exposer ses désirs, dire qu'il faut automatiquement exécuter. Mais vous savez que notre constitution garantit le droit de la défense, et que même si vous êtes interpellé ou accusé d'un fait quelconque, la loi vous accorde quand même le temps de pouvoir vous défendre sur le fait commis. Vous voyez un peu. Et je pense aussi que c'est aussi bien parce que ça va permettre à ce que ces gens-là puissent se dénoncer entre eux, et ça permettra en tout cas à l'État d'aller plus loin avec les enquêtes pour pouvoir éradiquer ces phénomènes. Tout à fait. Alors, vous savez, lorsque vous voulez qu'on procède à l'exécution de toutes ces personnes, on risquerait peut-être à ne pas avoir une suite pour le reste de ceux qui continuent à opérer sur ces domaines-là. Alors nous avons besoin, c'est comme nous l'avons toujours fait, il y a de la phase d'instruction. Dans la phase d'instruction, on sait comprendre, est-ce que la personne, il a commis ses actes seul ou il est en complicité avec les autres. Donc il faut traquer le réseau. Il faut traquer tous les réseaux, et cela nécessite à ce que l'instruction soit faite pour permettre à ce que la justice rende réellement le verdict, la faveur soit de la population ou pour la paix sociale de tous les citoyens. Qu'est-ce que vous pensez être les précautions que la population, les téléspectateurs qui nous regardent maintenant peuvent prendre pour éviter de tomber dans le cas d'enlèvement? J'en appelle en tout cas à la prise de conscience, et aussi que nous soyons vraiment vigilants. Vigilance oblige. Oui, la vigilance. Avant de sortir, il faut regarder à gauche, à droite, la vigilance qui est devant toi, qui est derrière. Seuls nous ne pouvons pas, au fait, nous pouvons pas nous sécuriser. Alors la vigilance demande à ce que, lorsque vous êtes même dans des arrêts de bus, veillez voir le conducteur. Veillez voir le conducteur, et au-delà de cela, rassurez-vous que la personne qui vous conduit, il a ses documents pour preuve, même si je me Mais comment vous allez vous rassurer que les conducteurs allaient les passer? Ça fait partie de vos compétences, maître? Bon, ça fait partie de nos compétences, mais pour la sécurité, je pense que la population, premièrement, doit s'éveiller et dire, mais est-ce que je peux au moins voir ton identité? Il vous dira carrément, prenez notre taxi. Bon, si me dit nous sommes à Kinshasa, vous savez qu'il y a toujours un troupement, engouement autour des arrêts de bus, que tu auras le temps d'aller vérifier si réellement les conducteurs ont ces documents. Bon, dans ces cas d'espèce, en tout cas, je pense que cette demande doit être faite. Et dans les cas où vous voyez que le monsieur ne réagissait pas, carrément, vous pouvez trouver un autre moyen de transport. Parce que nous ne voulons pas continuer à se faire exposer ou à se victimiser à tout moment. Vous voyez un peu. Alors, la vigilance exige à ce que renseignez-vous de la personne à qui vous allez entrer, soit dans son taxi, dans son moyen de transport, pour vous permettre au moins d'être en sécurité. Mais je crois que ça sera une tâche ardue, hein. Ça ne sera pas une tâche facile. Parce que déjà, il fait 16h, il fait 17h, 18h, tous les arrêts de bus sont saturés. Et c'est tout le monde qui court derrière une place dans le bus, dans le taxi. Et c'est pas tout le monde qui a le temps d'aller voir qui a fait le conduire. Ce sont des risques que nous prenons, bien que la logique voudrait que nous puissions quand même réunir quelques conditions avant d'embarquer. Mais bon, nous sommes aussi face à la conjoncture du pays. Donc c'est pas vraiment facile. La police nationale congolaise, je parle du général Sylvano Kasso, le commissaire provincial de la ville province de Kinshasa, s'est plaint il y a quelques jours, disant que la police n'est pas capable de traquer les criminels
Parce que l'hôtel de ville ne dispose pas d'une base de données pouvant permettre à la police de traquer les numéros de chaque taxi. Parce qu'on se rend compte que chaque taxi est au moins doté d'un numéro, mais qui est plutôt un numéro fantôme. Ça veut dire un numéro qui ne peut pas être répertorié quelque part. C'est quoi la raison? La base de données a été emportée quelque part. On parle de l'Afrique du Sud. Parce que pour moi, un particulier qui était chargé de gérer les dits et il s'est volatilisé avec la base de données. Comprendre qu'il y a généralement un problème, il y a une responsabilité qui doit être aussi établie dans le chef de l'hôtel de ville. Selon vous, quelles sont les responsabilités du gouvernement provincial de Kinshasa dans cette affaire du kidnapping? Je pense que le gouvernement a la responsabilité premièrement d'assurer la sécurité et la liberté de tous les Congolais. Vous voyez que dans cette phase, nous sommes tous dans l'inquiétude. Okay. Nous sommes tous dans l'inquiétude. Mais cette inquiétude qui est censée nous apporter la confiance pour la sécurité, c'est le gouvernement. Alors le gouvernement doit prendre les dispositifs nécessaires pour permettre à ce que cette population ne vive plus dans l'inquiétude. Quelle est la faiblesse dans le chef du gouvernement provincial qui a conduit à la recrudescence des cas d'enlèvement? Parce que déjà la police lui jette le ballon dessus. Et d'ici nous sommes arrivés à ces extrêmes, c'est parce que le gouvernement n'a pas de base de données. Donc c'est une défaillance. Donc au lieu de chercher peut-être comment trouver des précautions, oui bien sûr, il faudra trouver des précautions pour éviter que ces cas ne puissent se répéter, mais déjà on doit aussi établir les responsabilités du gouvernement provincial dans ces dossiers. Parce que s'ils étaient en tout cas efficaces dans leur façon de travailler, on aurait toutes les dispositions, on aurait tous les dispositifs nécessaires pour traquer. Mais comment on peut expliquer dans une ville comme Kinshasa et que les taxis, que ce soit privé, les taxis, que ce soit les taxis ou les conducteurs des véhicules privés, comment les véhicules peuvent circuler juste comme ça, sans avoir une base de données? Donc tout le monde est capable de rouler à gauche et à droite, je suis capable de partir là où je vais sans contrainte, c'est comme ça? Je pense que dans chaque administration, il y a plusieurs services. Okay. Et il ne peut y avoir perte de données sans recourir au service d'archives. Vous voyez? L'archivage, le service d'archivage dit que la base de données a été emportée par un particulier. Ça veut dire que c'était une base de données virtuelle. S'il y avait des documents, s'il y avait des papiers, on ferait carrément recours et on trouverait peut-être quelque chose. Mais ça, c'était une base de données virtuelle. Et quand le propriétaire, la personne qui était censée gérer cette base de données se volatilise, tout est parti en fait. Bon, je ne parlerai pas pour le compte de ces services, mais seulement je ferai une remarque pour dire que lorsqu'ils ont constaté que toutes ces données se sont volatilisées, quels sont les mécanismes nécessaires qu'ils ont mis sur pied pour permettre à ceux qu'il y ait une nouvelle procédure pour procéder à l'enregistrement de tous ces véhicules? Parce que dans le cas sous examen, ils devaient encore créer un service. Ils doivent créer un service le plus tôt possible pour pouvoir identifier tous les plaques d'immatriculation. Moi, je pense que c'est ce qui doit être fait et le ministère provincial des Transports, je crois que ça fait partie de ses attributions, identifier tous les conducteurs et créer une nouvelle base de données. Ça, c'est ce qui permettra, en tout cas, à la police de faire son travail. Parce que vous allez demander aux policiers, général, voilà, on vient d'intercepter un conducteur suspect. Il va vous demander la plaque. Vous avez la plaque, mais vous allez vous rendre compte que même cette plaque-là n'est répertoriée nulle part. Vous voyez que le gouvernement a vraiment cette obligation de créer une nouvelle base de données pour permettre à la police de bien faire son travail. C'est vraiment très important. Là, je suis mettre c'était une inquiétude que je vais encore soulever parce que la police n'a pas de base de données comme elle s'est plaît. Le gouvernement provincial n'a pas fourni la base de données. Est-ce qu'on doit conclure que la population est à la merci de ces mouvements d'enlèvement? Lorsque vous constatez qu'il y a un manque d'un service, vous devez en créer un autre. Vous devez en créer un autre. Je pense que
il y a encore un groupe de gens compétents qui peuvent quand même servir à l'État, soit de créer un nouveau service pour permettre à ce qu'il soit. Il y a un service d'enregistrement, d'identification et tout. Mais vous ne pouvez pas exposer la population à la merci de ces criminels. Mais est-ce que vous savez que la prolifération des services est égale aussi à la multiplication des cas de corruption? Plus il y a des services, plus il y a des agents qu'il faut corrompre. Moi je pense peut-être que bien sûr il faudra trouver une solution, mais faire avec ce que nous avons, utiliser les services que nous avons, parce qu'effectivement que nous avons tous les services attitrés pour gérer, que ce soit la sécurité, que ce soit les transports sur la vie. Il faut juste utiliser ces services-là et faire ce qu'il faudra pour en tout cas trouver une solution rapide à ces problèmes, parce que ça ne doit pas durer, ça ne doit pas perdurer, parce que quand ça perdure, c'est la population qui en pâtit. Maître, si vous avez peut-être un mot par rapport à la recrudescence de l'insécurité, notamment l'enlèvement, des mesures adéquates à prendre, j'espère que ça sera très bon pour nos téléspectateurs. Mon message à la population congolaise, j'en appelle en tout cas la nation congolaise à la vigilance, parce que ce sont nos frères, nos familles qui sont menacés de tous bords et de ces criminels incompris, disons. J'en appelle vraiment à la vigilance de la population et aussi à notre appareil judiciaire de pouvoir se mettre sur pied pour pouvoir assurer la sécurité de la population. Cette population qui vit actuellement dans l'inquiétude et qui ne sait pas comment se défendre ou se protéger face à ces criminels. L'appareil judiciaire a ce pouvoir dans sa mission d'indépendance d'assurer la protection de la population. Ils doivent mettre des mécanismes nécessaires pour protéger la population. Et même s'il est faut d'en créer de services. Et aussi la population, nous demandons vraiment à la population de coopérer avec le service judiciaire. Parce que nous ne pouvons pas intervenir si l'on nous contacte pas. Et ce n'est qu'en dénonçant que nous pouvons mettre fin à cette situation. Mais par moment, nous constatons que certaines personnes ont du mal à dénoncer parce qu'ils se disent, bon, je crains que la personne dénoncée se retourne contre moi. Voilà. Mais vous devez être rassuré que lorsque vous dénoncez, la personne que vous avez dénoncée ou votre dénonciation, il ne reviendra plus vers vous. C'est la justice qui se mettra au travail pour s'occuper de ces auteurs. Donc nous demandons vraiment à la population congolaise à être vigilant dans tous les arrêts. Faites confiance à l'appareil judiciaire et je pense que la justice qui élève une nation finira toujours par mettre fin à ces actes et les auteurs vont subir la rigueur de la justice. Merci beaucoup Maître Dory. Les auteurs vont subir la rigueur de la justice. La population, prenez-vous en charge, soyez vigilants partout où vous marchez parce que en tout cas il y a à boire et à manger. La sécurité n'a pas de prix. Quand vous sortez, rassurez-vous, regardez à gauche, à droite, rassurez-vous d'être ne pas être isolé, surtout ne pas vous rapprocher des gens inconnus. Soyez toujours sûrs de vous-même, prenez des précautions. Comme l'a dit Maître Dory, n'hésitez pas à dénoncer tout mouvement suspect, tout attroupement autour de vous suspect, ayez toujours le temps de dénoncer. Et à l'appareil judiciaire, à toutes les instances de justice, s'il vous plaît, faites votre travail comme il se doit. La population a besoin de vivre dans la quiétude. Ce n'est pas bien, ce n'est pas sympa que la population qui vous fait confiance, qui vient vers vous pour dénoncer les cas de dérapage, les cas d'insécurité, et qu'après 2-3 mois, après 2 semaines, après 2 jours, ces mêmes bourreaux de la population se retrouvent en liberté. Et quand ils se retrouvent en liberté, ils reviennent à la charge et encore la pire des manières. Donc la justice doit faire son travail. Le gouvernement président de Kinshasa également doit faire son travail parce qu'on ne peut pas comprendre qu'une ville comme Kinshasa soit une ville qui n'a pas de base de données, que les conducteurs vaguent de gauche à droite sans être inquiétés, qu'on ne soit pas capable de traquer les criminels
parce qu'il n'y a pas de base de données. En tout cas, ça c'est une défaillance terrible qu'on ne peut pas supporter. S'il vous plaît, faites votre travail, trouvez une base de données, sécurisez la population parce qu'elle a droit à cette sécurité, c'est son droit légitime. Fidèles téléspectateurs, merci d'avoir été avec nous. Vous avez suivi, dites-nous tous ces programmes d'information générale qui répond à toutes les questions d'actualité en République démocratique du Congo et partout dans le monde. Aujourd'hui, nous avons parlé du phénomène d'enlèvement et pour ce faire, je t'ai accompagné de Maître Dori Mukendi, avocate au Arrêt de Kinshasa, Matete, avec qui nous avons eu le privilège de décortiquer ces sujets qui fait en tout cas jaser de partout. Merci d'avoir été avec nous, surtout restez en contact avec nous. Vous pouvez également nous suivre sur toutes nos plateformes digitales telles qu'indiquées sur le bas de vos petits écrans. Ciao. Mais il y a aussi une fréquentation qui est virtuelle. Quand on parle Dans moi de mai, Ce qu'il faudrait connaître, c'est ce phénomène que l'on n'existait pas avant. Quand on parle de fréquentation virtuelle, c'est là. Avec le temps, dites-nous tout, votre émission qui apporte des réponses à toutes les questions que vous avez, toutes les préoccupations que vous posez.